Bonjour, merci à tous d'assister à cette petite conférence. Je suis Franck Arnage, je suis directeur commercial immobilier résidentiel chez Vinci Construction et je travaille également au sein d'une structure qui s'appelle Solutions Habitat qui innove en permanence et qui répond aux besoins à la fois des acteurs du logement social, mais aussi de l'accession à la propriété. Bonjour, je m'appelle Salvatore Gianliotta, je suis architecte, professeur à l'École nationale d'architecture de Nantes et gérant aussi de Liotta Architecture. Aujourd'hui, nous allons vous parler les titres de notre intervention, c'est « Nouvelles manières d'habiter » entre qualité spatiale, soutenabilité et transformation constructive. Cette intervention s'est construite autour d'une expérience qui a commencé en 2015, janvier 2025, pardon. Et c'était à l'initiative de Pierre Bourgoin et Caroline Bouquet, que je remercie dans la salle, au centre de Vinci Construction, qui a voulu un peu réunir autour de cette lab sur les modes d'habiter différents profils, architectes, ingénieurs, AMO, AMU, promoteurs, disons, toutes les personnes qui participent à cette filière la filière de la construction, pour réfléchir à nouveau sur les nouvelles manières d'habiter. Donc peut-être on passe à la première... Oh, pardon, slide. Et nous sommes conscients du fait qu'aujourd'hui, tout le monde parle des crises de logement, mais on y répond souvent uniquement par des chiffres, des objectifs de production, des performances techniques, des délais ou des coûts. Alors que la vraie question est comment continuer à produire des logements accessibles sans sacrifier la qualité spatiale, le confort et la soutenabilité. Il y a plusieurs tensions contemporaines. C'est ça que le travail que nous menons au lab a pu relever. Il y a une question liée à la vitesse de la construction versus la qualité, les coûts versus l'espace, la qualité de l'espace, l'industrialisation versus l'identité, standardisation versus adaptabilité, différentes dichotomies possibles. Et il y a aussi une autre question essentielle. Peut-on encore concevoir les logements d'aujourd'hui avec les modèles familiaux d'hier? C'est ça aussi la question que nous nous sommes posée. Et cette question naît d'une réflexion sur la nécessité de répondre à de nouvelles formes d'habitat qui se développent au fil des transformations démographiques contemporaines. Ces évolutions démographiques majeures ont un effet mesurable, c'est ça que nous avons compris, sur le logement. En France, cette dynamique s'inscrit dans une réflexion plus large sur les nouvelles formes d'habitat émergentes dans le contexte des transformations démographiques contemporaines. Nous avons beaucoup étudié les études de Monique Caleb. Monique Caleb, en tant que sociologue, nous raconte que tous les étangs en France et tous les ans en Île-de-France, il y a des changements de situation. On est des jeunes actifs, on est des étudiants, on devient des jeunes actifs, on se met en couple, on a un premier enfant, deuxième enfant, on divorce, on a des familles recomposées. Il y a tout des transformations liées vraiment à des enjeux de société, comme dans les familles monoparentales ou des habitations hybrides ou des seniors qui habitent des espaces très grands, qui effectivement nous poussent à repenser la manière dont nous vivons. Et nous avons compris effectivement qu'aujourd'hui, il y a comme un manque de choix et de diversité parmi les typologies de logements actuels disponibles. Il y a tous ces discours liés à la décohabitation. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il y a beaucoup de logements, mais on a besoin aussi de produire encore plus de logements et on y comprend pourquoi. On ne comprend pas pourquoi on doit produire encore de logements si nous avons de logements. Et le problème est lié que peut-être nous sommes encore dans un modèle qui pense à la production de logements seulement pour les familles mononucléaires. Donc ça, c'était, tout un discours qui nous a permis après de réfléchir au sein du lab. Et donc, Franck, je donne la parole. Oui, je voudrais juste ajouter que chez Vinci Construction, il y a plus de 15 ans, on a pris conscience à la fois de ce manque de logement, mais c'est un lot commun, et chaque année, à chaque salon, à chaque événement, on nous le rappelle. Il manque de plus en plus de logements. Et en fait, nous ne sommes pas nos promoteurs. Vinci Construction est un constructeur. Et
dit-on, un bétonneux. Et en fait, chez Vinci Construction, on a une filiale qui est spécialisée dans le montage d'opérations immobilières, en conception-réalisation, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de liberté à la fois, beaucoup d'aisance à essayer de, et notamment avec le lab que dirige Caroline, avec toi, Salvatore, eh bien, on a pu réinventer les modes de construction qui correspondent à des besoins. Étant implanté partout en France, chaque région, chaque préfecture, chaque sous-préfecture réagit très différemment aux besoins. Chaque maire, aujourd'hui, est récemment élu, émet des besoins pour leur commune, pour évidemment la démographie, prioritairement, mais aussi parce que nous nous sommes rendus compte, et c'est là l'objet aussi du travail que nous faisons avec le Lab, c'est que les besoins évoluent. On en parlait tout à l'heure, je crois que c'est en région parisienne, à Ivry, 30% de la population est composée de familles monoparentales. Comment pouvons-nous encore faire des logements comme hier, alors que le besoin est tellement différent? Donc on essaie d'y répondre, j'y viendrai tout à l'heure, avec différents modes constructifs, avec surtout des modes constructifs très innovants. Hein, et on a de toute façon des solutions qui répondent à chaque besoin, notamment avec le travail sur le Lab. Et ce travail sur le Lab, effectivement, nous l'avons organisé comme un exercice d'intelligence collective avec des séances de travail tous les 6 semaines, organisé vraiment comme une plateforme de collaboration entre architectes. Je remercie Virginie Bonchamp de l'atelier d'architecture, avec des AMU comme Arcaflex et tout vraiment les personnes que, dans une certaine manière, peuvent apporter une réflexion sur ces discours qui nous concernent tous. Parce que la réflexion que nous avons faite, c'est qu'il ne suffit plus de construire rapidement, d'optimiser les coûts, d'améliorer les performances énergétiques. Non, c'est que dont nous avons besoin, effectivement, va au-delà de ça et interroge vraiment les nouvelles formes d'habiter. Sommes-nous capables d'aller au-delà de la technicité et de répondre effectivement aux besoins que nous avons aujourd'hui pour rentrer dans un parcours résidentiel pas trop tard, peut-être à 18 ans? Nous nous sommes interrogés sur ces grandes questions et nous cherchons encore aujourd'hui, après un an et demi, de répondre à ces questions. Effectivement, nous avons commencé à réfléchir à différentes typologies et à les tester. Et surtout, une chose que nous observons, c'est aussi qu'il y a une tension croissante entre individualisation des parcours de vie et nécessité de partage des ressources. Et donc, le travail que nous faisons au Lab nous permet aussi de mieux comprendre la valeur et qualité des espaces mutualisés, des espaces intermédiaires, des formes de voisinage choisies, les typologies évolutives, les formes de cohabitation flexibles, les solutions d'habiter au dom-tom, avec des solutions qui répondent déjà à la RE 2025. Et c'est là, par exemple, parmi les activités de Lab, c'est que nous avons voulu aussi faire en tant qu'architecte, parce que pour nous, notre réflexion part d'une approche un peu sur les données qualitatives. On cherche vraiment à répondre à certains besoins vraiment plus sensibles. Mais avec des visites, par exemple, à Marolles, là où il y a les sites de production, un des sites de production d'un système hors site de Vinci Construction, où est produit le système Volusia. Notre objectif, c'était de dire, mais et si effectivement comprendre déjà des systèmes techniques constructifs et comprendre toutes les contraintes liées à la construction nous permet d'aller plus loin aussi dans la réflexion. Au lieu de se dire, bon, d'abord on fait les projets, après voyons comment on l'adapte aux solutions constructives, on a voulu aussi tester et challenger aussi cette question de dire, voyons si comprendre effectivement la construction, ça peut nous aider. Et donc, Franck, je te redonne la parole. Oui, tu as abordé le sujet de notre nouvelle offre qui s'appelle Volusia. Je rappelle, évidemment, chez les constructeurs, on travaille depuis fort longtemps sur des modes constructifs à la fois performants et qui s'adaptaient à chaque besoin partout en France. Le mode traditionnel, bien sûr,
le mode dit habitat colonne, hein, avec le système de poteau-poutre, où tout à l'heure on en parlait quelquefois, plancher sans retombée de poutre, tout ça nous le faisons. On a ensuite des systèmes très adaptés à des villes plus petites comme Logipass, qui est la construction de logements sur 2 niveaux sans ascenseur. Et puis, fort de ces réflexions, Vinci Construction a anticipé avec cette nouvelle offre qui s'appelle donc Volusia, qui est une offre qui permet de s'adapter d'abord partout en France, qui est une offre basée sur la production exclusivement hors site, avec une grande part de la production en propre, par nos propres compagnons donc, et puis qui permet de construire, en fonction évidemment des besoins, on revient à ton propos, le besoin, d'abord le besoin, de construire de 15 à 100 logements hors site. Évidemment, cette offre est extrêmement novatrice. Pourquoi ? Parce qu'elle répond immédiatement aux normes de la RE 2031. On est au-delà de la 25, on est déjà en 31. La production hors site, vous le voyez sur ce schéma et cette vue éclatée, ce sont des panneaux 2D, bien sûr, qui sont fabriqués sur nos propres entités, nos propres usines, entre guillemets, de fabrication. Elles sont, pour ce qui concerne les gaines techniques, on peut y insérer des gaines techniques assez complexes. On n'est plus contraint de faire de la colonne unique dans les appartements, ce qui permet de répondre justement à tous les besoins, entre 15 et 100 logements sans difficulté. Et puis, on a tout de même également rapporté un ensemble de cloisons, de matériaux de finition et d'aménagement en fonction du cahier des charges évidemment du demandeur. Ça permet de répondre au logement privé, au logement évidemment vendu aux bailleurs, hein, et également à certains copromoteurs, à certains promoteurs qui voudraient se lancer dès à présent dans la construction d'un logement qui soit conforme à la RE 2031. Donc je le rappelle, c'est vraiment une nouvelle génération de bâtiments bas carbone, hein. Construction hors site en 2D, qualité, puisque le fait de produire hors site, évidemment, génère, et on le sait déjà, puisqu'on travaille déjà un certain nombre d'éléments hors site dans notre production. On sait que ça génère de la qualité, donc une qualité, ce qu'on appelle une qualité augmentée. Le bâtiment très bas carbone, je l'ai vu tout à l'heure. Et puis, un impact extrêmement important sur l'environnement de nos constructions. C'est-à-dire que dans une précédente opération, on était dans un cœur de ville sur lequel on a construit une cinquantaine de logements, près de à Clermont-Ferrand, en l'occurrence. Et sur ce dossier-là, eh bien évidemment, les nuisances pour les riverains est extrêmement faible, puisqu'on arrive, pas de poussière, pas de bruit, enfin tout ce que l'on sait sur un chantier de quelle que soit l'envergure du chantier. Et puis, là où j'insiste, c'est que personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur l'offre de logement. L'offre de logement abordable, accessible au plus grand nombre. L'offre de logement vendue à des bailleurs, et évidemment pour le logement social. Je suis très attentif, et nous sommes très attentifs avec le Lab, à la réponse à la demande. Je le disais tout à l'heure en introduction. Aujourd'hui, la composition des familles a évolué à une vitesse énorme. Dans les 10 dernières années, les compositions familiales ont beaucoup évolué. Et grâce à Volusia, grâce à cette nouvelle offre, on est capable de répondre à n'importe quel besoin architectural. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, pardon, mesdames, messieurs les architectes qui sont dans la salle, cette confrontation de l'architecte qui fait d'abord sa façade et ensuite nous les logements. Moi, nous, chez Vinci Construction, on pense que le logement doit répondre impérativement, étroitement à la demande de l'utilisateur. Eh bien, on arrive à concilier les deux avec cette solution qui, en plus, je le répète, est évidemment bas carbone. On est capable de dupliquer cette solution partout en France grâce à des futurs centres de production qui vont être installés dans chaque grande région, évidemment, si la confiance nous est accordée par nos clients et nos clients privilégiés. Je l'ai dit presque avant le slide, hein, on est bien évidemment NF Habitat sur cette offre, RE donc 2020 seuil 2031. Je ne vais pas le redire, hein, mais c'est vraiment un produit qui permet moins de gaspillage, plus de précision, des meilleures conditions de travail pour nos compagnons,
pensons à nos compagnons, surtout avec des températures comme celle d'aujourd'hui, qui sont sur les chantiers pendant des dizaines d'années parce qu'on fait des longues carrières chez Vinci Construction. Eh bien, nos compagnons qui, à la fin de leur carrière, font du hors-site, travaillent à l'abri sur du logement qu'ils font depuis tout le temps, c'est vraiment un plus en matière notamment de gestion des ressources humaines qui sont très sujet majeur de nos préoccupations. Et puis pour le client, évidemment, c'est la maîtrise des délais et puis l'amélioration de l'empreinte carbone. Et effectivement, notre conclusion, après avoir visité ces sites, c'est que s'il y a effectivement une innovation apportée, ne peut pas être seulement celle industrielle, mais doit vraiment veiller à mettre ensemble les transformations sociales. Or, parmi les différents, en tant qu'architecte, ça fait une dizaine d'années que je m'interroge sur cette notion d'architecture co-individuelle. C'est individuel, co-individuel, donc qu'il met ensemble l'intime et le commun. Et une des questions est vraiment dire, mais aujourd'hui nous habitons comme ça, comment habiterons-nous dans 20 ans ? Et comment concevoir des espaces capables d'évoluer avec les trajectoires de vie. Aujourd'hui, on a parlé d'évolution, on a parlé de réversibilité, on a parlé du fait qu'on a l'impression que le bâtiment et le logement doivent s'adapter à nos changements, à notre parcours, à notre trajectoire. Là, celle que vous voyez sur la droite, c'est un plan qui fait partie un peu de cette réflexion sur l'architecture co-individuelle. Et comme c'est un peu petit, mais là en haut, sur la gauche, vous voyez qu'il y a différents chemins, deux chemins particuliers. Et ça, c'était par exemple toute une réflexion que nous avons faite sur un public oublié par tous, qui c'est celle de la colocation, par exemple. Et on se pose, il y a 4,5 millions de personnes qui vivent en colocation, et il y a personnes qui pensent effectivement comment améliorer la qualité de vie de personnes qui vivent en colocation. Et donc nous, là, l'analyse que nous avons faite, c'était, bon, on accède peut-être par une porte et on se distribue dans des espaces intimes. Et si on inversait cette notion d'espace intime, espace commun, c'est mieux rentrer chez soi d'abord, et après, si nous avons envie de partager un espace, rentrer dans un espace en commun. Et donc, à partir de ce type de réflexion spatiale sur un plan, c'est à partir de là que nous avons cherché de désenclaver vraiment des typologies que nous pensions totalement figées. Et celle que vous voyez là, après les plans, l'axonométrie, raconte effectivement de ça. C'est un projet développé dans le cadre de l'AMI, engagé pour la qualité du logement de demain, qui après a évolué. C'était un des projets lauréats, qui effectivement raconte comment peut-être les communs peuvent être une des manières pour rajouter de la qualité au logement de demain. Et donc, de s'interroger sur cette notion de dire, mais si, au lieu de s'acheter un 40 mètres carrés ou un 35 mètres carrés, on achète un 25 mètres carrés, ces 10 mètres carrés en plus, on les partage. Et donc, au lieu de réfléchir sur la notion de mètre carré, on commence à réfléchir avec la notion de mètre carré d'usage. On voit qu'effectivement, on a constaté, après, avec des études de commercialisation, que le prix, dans une première ceinture à Paris, à Suresnes, par exemple, ou ailleurs, au lieu d'être de 5 000 € au mètre carré, à partir du moment que nous sommes avec la réflexion du mètre carré d'usage, donc on s'achète 25 mètres carrés, on ouvre la porte d'un studio et on se trouve dans un séjour cathédral qui est composé par l'accumulation de 8 unités, peut-être de 8 logements de 10 mètres carrés chacun en plus, et donc on se trouve avec un séjour cathédral de 80 mètres carrés dont on est propriétaire seulement d'une partie. On voit que les prix baissent à 1 800 € au mètre carré d'usage. Donc, c'est tous ces types d'innovations que nous cherchons d'amener effectivement dans les labs. Et ce dont je vous parle, c'est quelque chose, une réflexion très poussée, mais parmi des autres. Franck rappelait qu'à Suresnes, par exemple, il y a 33% de familles monoparentales. Est-ce qu'il y a des typologies qui répondent effectivement aux besoins de cette mairie? Peut-être non. Et donc, ils sont tous effectivement des typologies que nous abordons à l'intérieur de cette réflexion, de cette plateforme de partage d'intelligence collective. Et parce que justement, la question n'est plus seulement combien de logements produire, mais c'est aussi quelle forme d'habitat voulons-nous produire. Et ce que vous voyez en bas, effectivement, c'est après une réflexion qui met ensemble les systèmes Volusia avec une de ces typologies que nous expérimentons.
Donc on le voit, la combinaison des savoir-faire des architectes, d'un lab, et qui réfléchissent sur le mode d'habiter de demain. Notre volonté à nous, chez Vinci Construction, de s'adapter évidemment aux besoins des territoires en général, que ce soit à Paris, en région parisienne, mais aussi en région, parce qu'en région, il y a plein de forces vives que nous rencontrons qui sont en demande de ce type de recherche. Nous essayons de nous adapter en étant évidemment encore plus performants, encore moins coûteux, si possible. Évidemment, en travaillant sur des modes constructifs très innovants, comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure, Volusia. En étant en avance, et si possible encore plus en avance sur la réglementation thermique, environnementale en général, plus le travail que nous faisons avec les écologues, avec un certain nombre de prestataires qui aujourd'hui font que nos résidences, les produits que nous livrons, à la fois pour le particulier, mais aussi pour les grands bailleurs et les bailleurs nationaux, sont performantes. Et leurs attentes, notamment en maîtrise de coûts, en maîtrise de charges de copropriété, d'évolution du logement, de leurs évolutions du logement, plus l'innovation qu'on peut mettre, puisque je vous le rappelais tout à l'heure, je travaille aussi beaucoup pour l'innovation chez Vinci Construction, parce que le tout est lié, eh bien, fait que nous réussirons ensemble de belles opérations. Et j'espère que notre présentation vous a été utile. Et dernièrement, bon, vous le voyez un peu, on l'a mis dans les slides, innover dans le logement signifie vraiment transformer les techniques de construction, mais aussi réinventer la relation entre espace, usage et mode de vie contemporain. C'est ça un peu le message que nous cherchons d'envoyer aujourd'hui. Merci pour votre écoute et pour être là. Si vous avez des commentaires ou des questions, on est là pour vous. Je ne sais pas si nous avons encore un petit peu de temps. Et on a des cartes de visite aussi pour des prises de rendez-vous, pour des consultations privées. Pas de questions, tout a été clair? Oui. Attendez, venez. Bonjour. Bonjour. Si je prends le cas de la colocation, vous parliez avec les espaces partagés. Les espaces partagés sont-ils des espaces de réception privés ou ouverts au public? Alors, comment c'est géré Je remets peut-être cette image. L'idée, c'est effectivement, je ne sais pas si vous voyez sur les plans, c'est le vert et bleu. En gros, il y a 8, disons, studios ou espaces intimes, et après, il y a des espaces en commun. Nous avons mené des réflexions sur le fait d'avoir un ratio genre 50-50. Après, on a compris qu'effectivement, c'est compliqué, et donc on a baissé à 25% d'espaces en commun et 75% d'espaces intimes individuels. Les espaces communs, ils sont propriétaires, mais c'est en quote-part disons, des gens qui décident ou de louer ou d'acheter. Donc, on a fait, comment dire, deux options. Une option, effectivement, de location, une option d'achat. Et qui les gère? Ça, c'est la bonne question. Parce que, par exemple, s'ils sont des espaces en vente, alors nous réfléchissons sur vraiment, comment dire, offrir aussi la possibilité d'avoir quelqu'un qui s'occupe de proposer une pédagogie sur l'usage des activités. Voilà. On a travaillé aussi au lab avec les tisseurs de liens. Ils nous ont raconté, par exemple, comment ils accèdent aussi à des aides d'État pour éventuellement gérer certaines résidences. Très bien, je pense que ça répond à la question et ça me fait penser que ça répond aussi peut-être au problème de la solitude urbaine moderne. Merci pour le souligner parce que je ne l'ai pas dit, mais effectivement, on constate qu'il y a une solitude moderne énorme. On sent que le bien-être aussi de la société passe par là et c'est quelque chose qui nous tient à cœur énormément. Ces réflexions sur l'individualisation et précarité du parcours de vie dans notre société. Et je rajouterai, quel que soit l'âge.
C'est-à-dire qu'on a des étudiants, enfin on connaît des étudiants, on construit un certain nombre de résidences étudiantes chez Vinci Construction et souvent des grandes unités qui manquent justement de cette relation, qui ont fermé leurs portes, vont dans leur fac, dans leur université, reviennent et puis le week-end s'en vont parce qu'ils vont chez les parents rechercher se ressourcer, ils distillent, hein, on les rencontre. Chez les personnes âgées, alors n'en parlons pas évidemment, et notamment je travaille sur une expérience avec une assistance à maîtrise d'usage, notamment sur le logement des gens âgés dans le parc social qui occupent des appartements souvent familiaux, qui sont dépourvus d'ascenseurs. Et dans certaines villes du sud de la France, on en a fait l'expérience très récemment en livrant une 50aine de logements pour un bailleur social de Toulouse, où il avait constaté que parmi son parc de personnes ayant plus de 75 ans, 40% ne sortaient jamais de chez elles entre le mois d'avril et le mois de septembre. Parce que pas d'ascenseur, donc 5 étages, 6 étages parfois, parce que pas de climatisation, et que ces personnes occupaient des appartements familiaux de 70, 80, voire quelquefois 100 mètres carrés, et ça depuis très longtemps. Et on arrive aujourd'hui, en innovant sur des systèmes, sur des modes d'habiter très différents, notamment avec de l'assistance à maîtrise d'usage, avec ce qu'on appelle des forums en rez-de-chaussée de résidence, que nous proposons dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement pour un bailleur, où il y a, et nous la finançons pendant plusieurs années, une assistance à maîtrise d'usage, c'est-à-dire une personne qui vient créer de l'animation, sans tomber pour cela dans le système de la résidence gérée tel qu'on l'entend dans le parc privé, notamment Montana ou Domitis, qui sont trop coûteuses pour la clientèle qui a toujours... les utilisateurs, qui ont toujours habité dans le logement social. Et croyez-moi, ça fait du bien de voir des gens qui retrouvent de la vie, retrouvent presque la parole, et évidemment, les territoires sont extrêmement sensibles à ce nouveau mode de construire, d'établir, d'élaborer. Et je le dis, Volusia va beaucoup y participer, notamment par la rapidité de construction et sa conformité à la RE 2031. Je crois que nous avons fini, n'est-ce pas? Merci pour votre courage, merci pour votre la chaleur d'être là. Et bonne continuation. Merci.